Chapitre 3. Organisation intérieure. Le mécanisme administratif du syndicat comporte deux rouages principaux, l'Assemblée générale et le Conseil d'administration, l'un qui assure la décision, l'autre, l'action. Il comprend, en outre la commission de contrôle et les fonctionnaires qui composent, y compris le secrétaire, le bureau du Conseil, organisme entre lesquels se répartissent des besognes d'action et de délibération. Quelques syndicats possèdent, en plus, des commissions du travail, des finances, de vigilance, d'ateliers, etc. Les syndicats possèdent tout, sauf de très rares exceptions, un conseil syndical, un bureau et une commission de contrôle, mais ces rouages n'y fonctionnent pas tous de la même façon. Dans certains d'entre eux, le gouvernement est direct, tout vient de l'Assemblée générale, c'est elle qui gouverne, tout passe par elle. Dans les autres, la constitution est autoritaire, le bureau ou le conseil ont tous les droits, les membres du syndicat intervenant rarement, plutôt pour contrôler que pour inspirer et diriger. Il y a ainsi deux tendances, avec prédominance de celle qui incline à donner tout le pouvoir de décision à l'Assemblée générale. En même temps que grandit le rôle de l'Assemblée générale, les attributions des secrétaires sont étendues. Quant au conseil syndical, il devient le surveillant immédiat du bureau, commission d'étude des questions à soumettre à l'Assemblée générale, sans grand pouvoir propre, autorité intermédiaire, il n'agit ni ne délibère au sens propre du mot. Certains syndicats n'ont qu'une organisation intérieure très élémentaire, aucun de leurs rouages administratifs n'est détaillé. Quelquefois même ils sont juridiquement presque inexistants, tant ils sont rudimentaires, telle la chambre syndicale des hommes de peine de la ville de Toulouse. 1. L'Assemblée générale. Les statuts sont souvent très brefs sur l'Assemblée générale, quelques-uns se contentent de la citer, sans guère l'organiser, d'autres ne la citent même pas. Si la chambre syndicale des ouvriers en chaussures de Saint-Étienne indique bien que le conseil syndical est élu par l'Assemblée générale, art. 6, que ce conseil ne peut faire aucun acte d'aliénation sans son autorisation, art. 8, elle reste muette sur la périodicité, la formation du bureau et sa composition, sur la procédure de vote, les attributions de l'Assemblée générale. D'autres syndicats, au contraire, entrent dans les plus grands détails, et quelques-uns ajoutent même à la suite des statuts un règlement intérieur des assemblées générales, telle la chambre syndicale des ouvriers charpentiers du département de la Seine et celle des ouvriers en instruments de précision. Le principe est que l'Assemblée générale est le pouvoir suprême dans le syndicat. Les statuts l'expriment de façon plus ou moins différente, toutes les assemblées générales sont souveraines, Chaussée Sainte des ouvriers métallurgistes de la Loire. L'Assemblée générale possède les pouvoirs les plus étendus. Chaussée Sainte du cuir noir. Si grand que soit son rôle, on ne peut cependant dire que plus un syndicat est actif plus a d'attribution l'Assemblée générale. Ainsi à la Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières en chapellerie de Paris réunis, qui est un syndicat assez vivant, l'Assemblée générale n'apparaît statutairement que très rarement, et normalement il n'en est même prévu qu'une par an. C'est aux commissions qu'appartient le pouvoir syndical, l'Assemblée générale n'est qu'une voie d'appel, admise d'ailleurs non sans formalité préalable. Mais insistons sur cette observation, une telle délégation est très exceptionnelle. La tendance très nette, rappelons-le, est de donner tout pouvoir à l'Assemblée générale en conformité des principes d'égalité et de liberté revendiqués par chaque syndiqué. 1 degré la convocation. La convocation a lieu quelquefois par lettre individuelle au domicile des syndiqués, les convocations pour les réunions doivent être faites par lettre adressée aux sociétaires à leur domicile respectif et jamais au chantier. De nombreux statuts ajoutent qu'une annonce doit être insérée dans les journaux locaux, et quelques-uns spécifient, en outre, le délai qui doit séparer le jour la convocation du jour de l'Assemblée, ainsi la chambre syndicale typographique stéphanoise fixe ce délai à 3 jours. Faut d'ailleurs observer que des syndicats importants, tels le syndicat des ouvriers en instruments de précision et celui des ouvriers en chapellerie, enfin tels les statuts type de LACGT, ne prévoient ni délai, ni mode de convocation. En principe, c'est le conseil syndical qui convoque les assemblées ordinaires. Le même droit est accordé au comité de contrôle ou de vigilance, quelquefois à la commission du travail, par exemple au syndicat des chapeliers de Paris, en cas de malversation ou d'irrégularité grave. En cas d'irrégularité grave, il convoque d'office le conseil d'administration et le met en demeure de convoquer à bref délai une assemblée générale extraordinaire, Chaussée Sainte de la sculpture. Le syndicat du personnel des bateaux voyageurs ajoute, si le conseil refusait, la commission de contrôle ferait la convocation d'elle-même et aux frais de la caisse sociale. La commission a le droit de convoquer d'elle-même, de suite et directement, d'après les statuts du syndicat national des ouvriers des postes. Plusieurs syndicats n'accordent pas cette faculté à leur commission de contrôle, ainsi la chambre syndicale des hommes de peine de Toulouse, le syndicat des artistes musiciens de Marseille, la fédération des mineurs du Pas-de-Calais, le syndicat des ouvriers cultivateurs de Narbonne, l'union syndicale des ouvriers menuisiers de la Seine, le syndicat des ouvriers verriers d'Aniche, la chambre syndicale des ouvriers en instruments de précision, etc. Dans cette liste il y a des groupements très élémentaires, par exemple les premiers, ou très importants, tels le dernier, le contrôle n'est pas amoindri par cette omission, car ces syndicats prévoient tous au moins une assemblée ordinaire par trimestre, sauf les cultivateurs de Narbonne, qui n'en prescrivent pas même une par an. Les membres ont également le droit de provoquer la convocation de l'Assemblée générale par le Conseil ou le Bureau, mais il ne leur reste généralement pas concédé à titre individuel. Il ne peut être exercé que collectivement. La chambre syndicale stéphanoise des typographes exige le groupement de 10 membres, la fédération des mineurs du Pas-de-Calais de 20 membres ayant 3 mois d'ancienneté, les statuts types de la fédéralion du bâtiment le tiers des adhérents, le syndicat du personnel des bateaux à voyageurs de la Seine, l'union corporative des mécaniciens de la Seine, 30 membres. Ce dernier chiffre est celui qui est prévu par les statuts types de LACGT. Très rarement, les syndiqués ont le droit de convocation directe tel qu'il est prévu par la chambre syndicale des marchands étalagistes réunis de Saint-Étienne. Un groupe d'adhérents de 12 ou 15 membres pourra toujours mettre le conseil d'administration en demeure de convoquer une assemblée générale, à défaut par celui-ci de se conformer à cette injonction, les signataires de la demande pourront eux-mêmes convoquer la réunion. Cette règle, quoique très exceptionnellement formulée, semble cadrer avec les autres règles syndicales, généralisée, elle supprimerait une prérogative de l'administration et confondrait, conformément à la tendance syndicaliste, les gouvernés ou administrés et les gouvernants ou administrateurs. Il faut d'ailleurs ajouter que l'Assemblée générale ne dessaisit pas les syndiqués de toute initiative, car c'est un principe que, tout syndiqué a le droit et le devoir de contrôler l'administration dans tous ses actes chaque fois qu'il le jugera nécessaire, l'Alliance, syndicat ouvrier international de Saint-Claude.
2 degrés Constitution. Qui peut venir à l'Assemblée générale? Tous les syndiqués qui ne sont pas rayés. Quel est le nombre de présents nécessaire pour que l'Assemblée soit considérée comme valable? Cette question ne semble pas être jugée très importante par les syndicats, car ils la passent généralement sous silence, tels les statuts types de LACGT. Si quelques-uns spécifient que ce nombre n'importe pas, tel le syndicat des cordonniers, celui des facteurs de piano et d'orgue de Paris, celui des ouvriers maraîchers de Saint-Étienne, d'autres, assez rares, prévoient un chiffre à partir duquel une seconde convocation est nécessaire. Pour délibérer valablement, les assemblées devront se composer de la majorité plus un des membres inscrits. En cas de non-majorité, une deuxième convocation sera faite et quel que soit le nombre des membres présents, l'Assemblée pourra délibérer valablement. Chaussée Sainte-TVP stéphanoise. Tous les syndiqués, a écrit Émile Pouget, doivent venir aux assemblées, s'ils négligent d'y assister, ils doivent acquiescer aux décisions prises. Il n'en peut être autrement, sans retomber dans les dangers du démocratisme où les inconscients et les vœux entravent les énergiques. L'ancien secrétaire adjoint de LACG a ajouté, les décisions de l'Assemblée générale doivent donc être sans appel, quel que soit le nombre des présents. 3 degrés Périodicité. La périodicité des assemblées générales est très variable. Le plus souvent, elles ont lieu une fois par trimestre, statut type de LACGT, chambre syndicale ouvrière de la bijouterie or et joaillerie, instruments de précision, ouvriers facteurs de piano et orgue, ouvriers plaqueurs, sellerie et carrosserie, selliers, bourreliers et garnisseurs des Bouches-du-Rhône, métallurgistes, statut type, ouvriers du bâtiment, statut type. D'autres syndicats les prévoient mensuels, hommes de peine de Toulouse, cultivateurs de Narbonne, union métallurgiste de Montluçon, d'Aniche, métallurgistes de Saint-Étienne, chemisières de Terre-Noire. Les typographes de Marseille, les musiciens de Marseille, les layotiers emballeurs de la Seine, 2 par an, le cuir noir, 3 par an, tous les 2 mois, mineurs de la Loire, 1 par an, chapeliers de Paris réunis. 4 degrés Bureau. L'Assemblée générale nomme son bureau qui est le plus souvent pris en dehors du bureau permanent. Les ornemanistes de Paris stipulent expressément que le président ne peut être pris dans le bureau permanent, tandis que les dégraisseurs admettent qu'il peut être choisi parmi les membres du comité. Les typographes de Saint-Étienne font du bureau permanent le bureau statutaire de la première Assemblée générale de l'année. Le bureau est composé soit d'un président et d'un secrétaire, comme au bateau de la Seine, soit d'un président et de 2 assesseurs, comme aux instruments de précision et aux menuisiers de la Seine. Le plus généralement, le secrétaire du syndicat est secrétaire de l'Assemblée. Le président a tous les droits de police sur l'Assemblée, il donne et retire la parole. Ses fonctions sont décrites par le règlement intérieur des menuisiers de la Seine, le président dirige les débats, rappelle à la question les membres qui s'en écartent, il rappelle à l'ordre les membres qui s'exprimeraient avec violence ou qui se livreraient à des attaques personnelles, il a le droit de retirer la parole à ceux qui en abuseraient ou qui ne tiendraient pas compte des observations qui leur auraient été adressées. Le président doit toujours conserver le calme et la modération qui préviennent et apaisent les discussions violentes. Si le président désire prendre la parole, il doit se faire remplacer par le vice-président et la demander comme les autres. Le président résume les discussions et met les questions aux voix après s'être assuré que l'Assemblée est suffisamment éclairée. 5 degrés Ordre du jour. L'ordre du jour est fixé par le conseil syndical et il est de principe de ne pas s'en écarter, à moins que l'Assemblée n'en décide autrement et déclare l'urgence sur une question nouvelle. Les membres ont le droit de prendre part à la confection de l'ordre du jour, sous certaines conditions. Ne peuvent y figurer que les propositions déposées par un syndiqué 15 jours avant l'Assemblée générale, chez les musiciens de Marseille, 5 jours chez les verriers d'Aniche, 48 heures chez les métallurgistes de Saint-Étienne. Les statuts ne parlent quelquefois que d'un délai préalable, sans le fixer, tels la cordonnerie de Paris, les boulangers de Saint-Étienne, les mineurs de la Loire. 6 degrés Votation. Quel est le quorum et la procédure de vote? À peu près tous les syndicats indiquent un quorum pour qu'un vote soit valable, il est généralement fixé à la majorité des présents, la majorité absolue pour le premier tour, la majorité relative pour le second tour. Quant à la votation, les syndicats prévoient tous les modes connus, main levée, assis et levé, appel nominal, bulletin secret, ce dernier procédé est rare et il doit être demandé expressément, la demande d'un seul confrère entraîne le vote par bulletin secret, chambre typographique stéphanoise. Les votes pourront avoir lieu au bulletin secret, s'il est demandé par 10 membres de l'Assemblée, chapellerie réunie de Paris. Cornelissen a raillé ceux qui se posent des questions dans ce genre, si ce n'était pas porter une atteinte sérieuse à la liberté de l'individu de voter ou de prendre des décisions dans des groupes révolutionnaires. S'il était bien permis de demander aux individus, membres des groupes, de payer des cotisations régulières. Si l'on avait le droit de choisir dans les groupes un président, un secrétaire, un trésorier responsable, devant le groupe. C'était là de nouveaux maîtres, de petits tyrans. Et quant à la responsabilité, l'individu ne serait responsable qu'envers lui-même. La pratique a passé outre. 7 degrés Attribution. On a vu qu'en principe l'Assemblée générale est souveraine, elle a donc tous les pouvoirs, toutes les attributions, à la fois, législatives et judiciaires, contrairement aux principes constitutionnels courants. Il existe cependant des différences entre syndicats, les uns donnant à l'Assemblée l'élection du comité et non du bureau, les autres, lui accordant le soin de décréter les grèves, soin qui est quelquefois abandonné au comité, voire à l'atelier, ou à l'ensemble de l'usine. Les attributions de l'Assemblée générale peuvent être divisées en syndicales, professionnelles, électives et financières. A. Syndicales. On a vu que la plupart des syndicats, soit directement, soit par la voie de l'appel, soumettent les admissions et radiations au vote de l'Assemblée générale, il n'y a pas lieu de revenir sur ce point. C'est également à l'Assemblée qu'appartient le droit de révision des statuts et le droit de dissolution. B. Professionnel. C'est en Assemblée générale que sont désignés les candidats au Conseil de prud'homme, au Conseil du travail, au Conseil supérieur du travail, etc., du moins dans les syndicats qui ne rejettent pas ce mode de représentation. Quant aux grèves, la plupart des syndicats n'accordent le droit de les déclarer qu'à l'Assemblée générale, tels les statuts types des métallurgistes, des ouvriers du bâtiment et de LACGT. Ceux qui ne spécifient aucune règle s'en remettent, en fait, au référendum des syndiqués. À la chapellerie de Paris, c'est la commission du travail qui déclare la grève, l'Assemblée générale n'apparaît que comme voie d'appel, au 2e degré. Dans de très rares syndicats, la volonté de l'atelier suffit, tels les bourreliers de Marseille.
C'est une vieille règle qui disparaît de plus en plus, comme inconciliable avec la plus large solidarité corporative contemporaine. Généralement les syndicats sont tenus d'aviser leur fédération, l'omission de cette formalité pourrait les priver du secours fédéral de grève. Si le syndicat n'interdit pas à un ou plusieurs de ses adhérents de se mettre en grève isolément, par mouvement propre, du moins accorde-t-il son appui qu'aux grèves régulièrement déclarées, avec son assentiment, et celui de la fédération. C'est l'Assemblée générale qui prononce le boycottage et la mise à l'index des patrons qui ne se soumettent pas aux décisions syndicales. C. Élective. L'étendue du pouvoir électif varie suivant les syndicats, mais, en principe, c'est l'Assemblée qui nomme le conseil d'administration, ou conseil syndical, et le conseil de contrôle, ou de vigilance. Quant au bureau, il est nommé, soit par le conseil qui le choisit parmi ses membres, soit par l'Assemblée générale. Dans le premier cas, l'élection de ses fonctionnaires a donc lieu au second degré. D. Financière. C'est toujours l'Assemblée générale qui fixe le taux de la cotisation, l'indemnité aux fonctionnaires, enfin qui statue sur le placement et le retrait des fonds. E. Judiciaire. C'est l'Assemblée qui, en la forme d'un jugement, blâme et exclut les syndiqués délinquants. Il lui appartient également de décider des amnisties en faveur des syndiqués rayés. Si le syndicat connaît la division des tâches, il veut ignorer la séparation des pouvoirs, parce que l'existence d'un pouvoir, ou de plusieurs pouvoirs, nécessairement rivaux, paraît inconciliable avec le principe de l'égalité de tous les membres de l'association déclarés égaux en tant que producteurs. Cette égalité a pour effet et pour objet de rendre identiques les intérêts des associés gouvernés et gouvernants. De quelle utilité serait ici un système qui a pour destination de concilier et de fondre des intérêts contraires et inégaux, le roi arrêté par le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire arrêté par le pouvoir exécutif? Comme l'a dit Proudhon, dans une démocratie vraiment libre, le pouvoir central ne se distingue pas de l'Assemblée des députés, et il faut ajouter que l'Assemblée des députés, ou administrateurs, ne se distingue pas ici de l'Assemblée générale des associés. Au regard des principes anciens, cette délibération en commun est assimilée à l'anarchie. C'est ce que fit remarquer M. Algan, au Sénat, au cours d'une discussion sur le budget du ministère de l'Instruction publique, dans une école où enseignaient tout à la fois plusieurs instituteurs et un directeur. Les instituteurs avaient décidé qu'ils n'obéiraient plus au directeur, que tous constitueraient ensemble un conseil de l'école, lequel déciderait de toutes les questions. Vous le voyez, nous entrons en pleine anarchie. Que vaut cette assimilation? Dans une organisation ne comprenant que des individus d'une même compétence, les théoriciens pensent que l'autorité, définit la subordination personnelle d'un faible et d'un incompétent à un plus fort et à un plus savant, s'éliminera d'elle-même. Là où tous les individus compétents sont équivalents les uns aux autres, chacun tend nécessairement à s'affirmer son maître dans les limites de sa compétence, ainsi deviennent nécessaires la délibération en commun et l'administration collective. La chambre collective, ont écrit des militants, doit comporter l'œuvre de tous au profit de tous. Tous les adhérents y sont égaux au même titre et doivent être à même de tout connaître. Délibérer en commun, prendre des résolutions en commun, se soumettre à une discipline voulue unanimement, voilà les principaux éléments, non sans survivance d'ailleurs, de L. Anarchie, syndicale. 2. Le conseil syndical. L'administration procède à la fois de l'action et de l'éducation. Le rôle des administrateurs ne doit pas se borner à appliquer machinalement les statuts et les décisions des assemblées générales avec plus ou moins de ponctualité, ils doivent surtout s'attacher à donner l'impulsion et l'activité à la société, et en cela, ils font de l'action. Victorien Brunhet. 1 degré Constitution. Les questions afférentes au conseil syndical sont relatives aux conditions d'éligibilité de ses membres, de nombre, de quorum, de durée de son mandat, enfin à la nomination du bureau de séance. A. Éligibilité. Au terme de la loi de 1884, seuls les membres majeurs et français peuvent faire partie du comité et du bureau. Ces conditions ne sont que théoriquement respectées par les syndicats, qui au surplus ne les insèrent que rarement dans les statuts. Ils exigent simplement que le candidat soit en règle avec le trésorier, et quelquefois qu'il soit présent à l'assemblée, le jour de l'élection. Les membres administrateurs du syndicat, lit-on dans une brochure de propagande, doivent être choisis parmi des camarades sérieux, désintéressés et conscients, sur qui il n'y a aucune critique et jouissant de l'estime des travailleurs. En fait, les syndicats, et également les bourses et les fédérations, ne font pas de distinction entre les ouvriers français et étrangers, tous peuvent remplissent effectivement des fonctions syndicales. C'est la tradition de l'Internationale des travailleurs. La Tapie, au congrès de 1905 de la Fédération des métaux affirma, sans rencontrer d'opposition, que les camarades étrangers sont un peu partout admis aux fonctions syndicales. Note, cette condition, être français, n'est peut-être pas logique, étant donné, d'une part, que les syndicats peuvent comprendre des étrangers, qu'ils peuvent même, la loi n'ayant établi à cet égard aucune règle de proportionnalité, ne comprendre que des étrangers, et, d'autre part, que les sociétés commerciales étrangères peuvent, sous certaines conditions déterminées par la loi de 1857, fonctionner librement en France, et faire concurrence aux sociétés françaises. Sur le rapport de la commission des questions diverses, le Congrès confédéral d'Amiens, 1906, accepta le vœu suivant, que les étrangers, qui concourent au même titre que les nationaux à la vie et aux charges de tous les syndicats, soient admis à l'administration de ces syndicats, c'est-à-dire qu'ils puissent faire partie des conseils syndicaux. Toutefois, il faut observer que les statuts types syndicaux de la-CGT exigent des administrateurs la qualité de français, mais ce n'est là qu'une exigence théorique. Les conditions formulées par l'Union centrale des métallurgistes de Montluçon sont jugées suffisantes par le plus grand nombre des syndicats, qui, on a pu le remarquer déjà, ne multiplient pas les formalités administratives. Quelques-uns y ajoutent, très exceptionnellement, des conditions d'ancienneté syndicale ou professionnelle. Le syndicat des typographes lyonnais, celui des teinturiers dégraisseurs, exige l'un 3 ans, l'autre 6 mois de présence dans le syndicat. Les verriers d'Aniche, le syndicat national des chemins de fer, 1 an. Le syndicat des employés des bateaux à voyageurs impose, outre, 5 ans d'ancienneté dans la profession. Quelques syndicats érigent en obligation les fonctions de commissaires, tels les selliers, bourreliers et garnisseurs de Marseille, mais c'est une règle qui est tombée en désuétude. Note, la loi des 3-22 août 1790 décidait que, chez un peuple libre, servir l'État est un devoir que tout citoyen est tenu de remplir. En général, les syndicats spécifient que les membres sortants sont rééligibles.
La règle ancienne était, au contraire, de faire rentrer dans le rang, pendant un certain temps, les membres sortants, elle s'accordait avec l'obligation aux fonctions syndicales. On voulait, par ce moyen, intéresser tous les syndiqués à la vie de la société. Aujourd'hui, les syndicalistes veulent des administrateurs permanents, qui, plus expérimentés, assureront mieux la prospérité commune. C'est un point de vue plus conforme à l'expérience de la division du travail. Ainsi, exemple entre beaucoup d'autres, les statuts de la Chambre syndicale des facteurs de piano et orgue a supprimé dans les statuts de 1899 la règle de l'inéligibilité. Le syndicat de la cordonnerie ouvrière de la Seine, fondé en 1891, n'admettait pas la rééligibilité. La cordonnerie parisienne qui le remplaça en 1893 a supprimé cette incapacité. La Chambre syndicale des coupeurs et brocheurs en chaussures du département de la Seine, fondée en 1887, supprima la règle à une révision des Statut de 1890, la Chambre syndicale des coupeurs-brocheurs et cambreurs de Lyon pour la chaussure, fondée en 1878, supprima, en 1879, l'intervalle de 4 mois qu'elle avait mis entre deux élections. Même évolution à la Chambre syndicale de la sculpture de Paris, la Chambre syndicale de l'Union des tisseurs et similaires de Lyon, 1884, abrogea la règle en 1880. Note, les membres sortants ne sont rééligibles qu'en cas d'absolue nécessité. À défaut de candidats nouveaux, syndicat des ouvriers et ouvrières de tissage mécanique lyonnais, 1886. Les statuts types syndicaux de LACGT n'édictent aucune prohibition de ce genre. On doit, il est vrai, signaler qu'un syndicat aujourd'hui disparu, la Fédération des mineurs du Pas-de-Calais, cependant formé par des militants révolutionnaires, avait adhéré aux vieux principes. De plus en plus, les syndicats ont tendance non seulement à se refuser à toute affiliation aux organisations politiques, mais encore à rejeter de leur conseil les élus politiques. Tout administrateur investi d'un mandat politique sera considéré comme démissionnaire de l'administration, Chambre syndicale des travailleurs de l'industrie textile de Saint-Étienne. Tout syndiqué qui, pendant la durée de son mandat, accepterait une candidature politique, ou au conseil des prud'hommes, ou à toute autre fonction administrative, sera de droit démissionnaire. Chambre syndicale des tisseurs et similaires, Lyon, 1884. Le conseil d'administration ayant pour seul but de gérer les affaires du syndicat et d'assurer son bon fonctionnement en dehors de tout esprit de parti, nul ne pourra en faire partie s'il occupe ou accepte une fonction politique. Chambre syndicale d'ouvriers tullistes et similaires de Calais, 1896-1900. Général, cette règle n'est cependant pas universelle. L'article 1er des statuts de la Confédération Générale du Travail décide que cette association groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener. Et que, nul ne peut se servir de son titre de confédéré ou d'une fonction de la Confédération dans un acte électoral politique quelconque, mais il laisse à chacun des groupes la liberté d'autoriser ou de prohiber le cumul des fonctions syndicales et politiques. Y a-t-il des incompatibilités de famille? Nous n'avons trouvé que ces deux cas ne pourront faire partie de l'administration plusieurs sociétaires ayant des liens de parenté, tels que père, fils, frère, beau-frère, gendre. Chambre syndicale des tisseurs veloutiers réunis de Saint-Étienne. Deux membres de la même famille ne pourront être simultanément élus syndic, Chambre syndicale des charpentiers de Roubaix. B. Membres de droit. En principe, il n'y a pas de membres de droit. Voici cependant l'exemple d'une exception, les conseillers prud'hommes ouvriers, membres du syndicat l'Union, font partie de droit du comité, art de la révision de 1894 des statuts de l'Union française des tullistes similaires et ouvrières en tulle de Calais. 2 degrés nombre des syndics. Le nombre des syndics est très variable, et il n'est guère possible de déterminer le chiffre moyen. Voici quelques exemples, 7, hommes de peine de Toulouse, Fédération de mineurs du Pas-de-Calais, 8, teinturiers dégraisseurs de la Seine, 9, syndicat du bâtiment de la Seine, 12, personnel des bateaux de la Seine, 13, statut type de LACGT, syndicat des décatisseurs, 15, musiciens de Marseille, syndicat de l'exploitation de la peau de mouton et similaire de Mazamet, 9 à 15, layotiers emballeurs de la Seine, 18, mineurs de l'Aveyron, 21, bijouterie et joaillerie de Paris. 24, instruments de précision de Paris, 28, verrier d'Aniche. 3 degrés quorum des présences. Quelques statuts seulement prévoient le quorum de présents pour la validité des votes du Conseil. En fait, le Conseil délibère quel que soit le nombre des présents, et ses votes engagent les absents. Cela n'a pas une très grande importance, parce que les décisions des syndics peuvent toujours être révisées par l'Assemblée générale. Voici quelques prévisions statutaires, au moins 5 membres présents, au syndicat de la sculpture, la moitié plus un des membres, au syndicat du personnel des bateaux de la Seine, les 3/4 du Conseil chez les layotiers emballeurs. 2. Faut remarquer que des syndicats importants, tels les ouvriers en instruments de précision et les chapeliers de Paris, ne prévoient pas de quorum, pas plus d'ailleurs que les statuts types des métallurgistes et de LACGT. 4 degrés bureau. Le bureau permanent du syndicat n'est pas nécessairement le bureau des séances du comité, la tendance est de faire présider celle-ci par les syndics à tour de rôle. Dans ce cas, le président peut être élu au commencement de chaque séance, ou désigné suivant un tableau de roulement, par ordre alphabétique. L'Union syndicale française des tullistes, similaires et ouvrières en tulle de Calais, édictait que la présidence est obligatoire pour tous les citoyens, sauf le cas de force majeure, et les mineurs de l'Aveyron décident que, autant que possible, chaque sociétaire, capable de présider, sera choisi successivement afin que chacun s'habitue à prendre la parole. Par cette règle, la présidence perd son caractère honorifique, et n'apparaît que comme une fonction. Le secrétaire de séance est le secrétaire permanent dans la plupart des syndicats. Dans quelques-uns, c'est lui qui remplit les fonctions de président, tel chez les ouvriers corroyeurs, dits du cuir noir de Paris, tandis que la Chambre syndicale des ouvriers mégissiers de Grenoble et Fontaine, fondation en 1889, révision en 1893, pose une règle diamétralement contraire, le Conseil est présidé à tour de rôle par chacun de ses membres, à l'exception du secrétaire dont les fonctions sont incompatibles avec la présidence. Dans un grand nombre de syndicats, le bureau permanent forme le bureau du comité. Note, aux membres du comité, aussi bien qu'à ceux du bureau, défense est faite de se servir de leur titre ou de leur fonction pour faire des propagandes étrangères à l'action syndicale. La règle est absolue. 5 degrés session. Les réunions ont lieu généralement à époque fixe, le plus souvent 2 fois par mois, ou 1 fois par trimestre.
quelques syndicats ne spécifient aucune régularité, tel le cuir noir, le conseil se réunira chaque fois que le secrétaire le jugera nécessaire. Les réunions sont en principe ouvertes aux membres du syndicat, règle importante par où se marque que les syndiqués n'ont pas abdiqué leur droit d'associer. Ils restent en rapport avec leurs délégués, continuent à les surveiller, prennent même part à leurs délibérations. Il n'y a pas scission entre administrateurs et administrés. Sous-entendu la plupart du temps, la règle est formellement indiquée par les ferblantiers, les plaqueurs, les joailliers or et argent, les aiguiseurs polisseurs, etc. Note, cette règle existait déjà dans d'anciennes sociétés, par exemple à la Chambre syndicale des ouvriers chapeliers de Paris, 1839-70, à la Chambre syndicale des ouvriers tailleurs de Paris, 1868-, etc. C'était déjà la règle de l'international, peuvent assister comme auditeurs aux séances du Conseil les membres des sections parisiennes fédérées et les membres des sections étrangères de passage à Paris. Statut de la Fédération parisienne de l'international. Cette publicité est organisée quelquefois d'une autre manière. Les musiciens de Marseille, les veloutiers réunis de Saint-Étienne, la Chambre syndicale des travailleurs de l'industrie textile de Roubaix déclare ouvert à tous le livre des procès-verbaux, les artistes lyriques de Paris, les chapeliers de Bourg-de-Péage édictent que les décisions du Conseil, ainsi que l'ordre du jour des séances, devront être communiquées aux adhérents réguliers, sur leur demande, durant la quinzaine qui suivra la date de leur élaboration. Note, les séances des municipalités et des administrations sont publiques, art 84 de la Constitution de 1793. 6 degrés durée du mandat. En principe, les syndics sont élus pour un an. Beaucoup de syndicats ajoutent qu'ils sont renouvelables par moitié tous les 6 mois. Les ouvriers en chaussures de Saint-Étienne les nomment pour 6 ans, c'est, à notre connaissance, le plus long délai fixé par un syndicat. Nommés pour un temps, les commissaires sont toujours révocables, au terme de tous les statuts. 7 degrés d'échéance. Le plus souvent, les statuts déclarent déchus de leurs fonctions les administrateurs irréguliers aux séances, généralement après 3 absences. 8 degrés attribution du comité. Les syndicats ont organisé de façon très différente leur comité et il semble difficile de trouver l'unité parmi tant de types différents. Certains syndicats le nomment sans indiquer ses attributions. Le syndicat des hommes de peine de Toulouse ne lui donne que le droit de nommer les membres du bureau, les menuisiers de la Seine ne voient en lui qu'un contrôleur du trésorier et du secrétaire, tandis que le syndicat des verriers d'Aniche lui accorde les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom du syndicat. Note, il faut ajouter que ce syndicat prévoit des assemblées générales mensuelles et que les chapeliers réunis de Paris en font, sous le nom de commission du travail, le rouage le plus important de leur organisation. Toutes les questions litigieuses doivent être soumises à la commission du travail qui a seule qualité pour juger les infractions et pour trancher les différends. Tout conflit doit lui être déféré dans le plus bref délai. Le comité est un rouage intermédiaire entre l'assemblée qui légifère et le bureau qui agit, il délibère et il agit. Au point de vue de la délibération, le comité peut être considéré comme une commission permanente de l'assemblée générale, il prend des décisions dans les cas urgents non prévus par le règlement, toutes les fois qu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée, décisions provisoires qui ne peuvent d'ailleurs jamais porter sur des questions générales, il prépare des rapports dont les conclusions seront soumises à la discussion et à la ratification de l'assemblée générale. Comme disent les statuts des peintres de Paris, le Conseil a plein pouvoir pour agir au nom de la société, son action consiste à administrer. Presque tous les statuts contiennent en effet un article libellé en ces termes, le Conseil n'a que des pouvoirs administratifs. L'administration consiste à assurer l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et des statuts, à convoquer les assemblées, à fixer l'ordre du jour, à examiner les demandes d'admission et de radiation, en un mot, à assurer la vie matérielle du syndicat. Il est juge, le plus souvent au premier degré, des différends corporatifs et des infractions au règlement. On ne saurait mieux résumer la liste de ses attributions que par cette formule empruntée au statut du syndicat des teinturiers dégraisseurs. Le comité a toutes les attributions d'un conseil d'administration et de surveillance, ou par celle des métallurgistes. Le conseil d'administration a charge de défendre les intérêts de la société, de même il a plein pouvoir pour agir, dans la limite des statuts, dans les cas imprévus, au mieux des intérêts généraux.